pas dans la vie quotidienne, effectivement. Hein. C'est une façon banale, quand même, de classer les activités économiques. Selon une logique, on peut se rappeler assez facilement, le primaire, mais en gros, on prend de la terre, voire de la nature, de la terre qu'on a cultivée de la nature. Le secondaire, on transforme, on fabrique, on produit des objets nouveaux. Et le tertiaire, ce sont toutes les autres activités qui ne produisent pas directement de choses matérielles. Des activités qui produisent éventuellement des biens produits immatériels. Tout le monde l'a passé. Qui vont avoir une valeur économique, une fonction d'une valeur économique, on ne peut pas tout. Voilà. Alors, au départ, j'avais un peu insisté sur le classement entre primaire et secondaire, parce qu'au départ, on mettait dans le primaire non seulement la pêche, ce qu'on appelle la sylviculture, c'est-à-dire la culture et l'exploitation de la forêt sylvie avec les gratins, comme l'agriculture et l'élevage, mais on y a mis longtemps aussi ce qu'on appelle les industries extractives, c'est-à-dire celles qu'on appelle aussi les industries minières. Hein, extraction du pétrole, du charbon, du minerai de fer, du minerai d'or, etc. Aujourd'hui, le plus souvent, comme ce sont quand même des industries, on les classe dans le secteur secondaire. Donc, le secteur secondaire, toutes les industries, dont les industries manufacturières principalement, celles qui consistent à fabriquer des objets, et le bâtiment et les travaux publics, la construction, les matériels. Et dans le tertiaire, tout le reste, immatériel, ça veut dire les services, ça veut dire aussi le commerce, ça veut dire les transports. Voilà. C'est bon ? C'est bon, tout le monde a signé ? Bon, merci. Alors, nous n'avons pas tout à fait fini ce chapitre 2 sur les flux. Je crois que j'avais juste commencé l'essor des migrations. à parler des migrations. Voilà. Donc c'est la troisième partie, la troisième et dernière partie de ce chapitre 2. Ah non, pas la dernière parce qu'il y a une petite partie brève sur les informations. Donc l'essor des migrations. Donc je crois que je vous avais déjà dit attention au vocabulaire, hein, immigré, immigré. On dit aussi le solde migratoire. Et puis en liaison avec l'un des documents que je vous ai donné, j'avais commencé à vous dire des choses. En fait, je crois que je vous avais dit l'essentiel, mais un peu vite. Je ne me souviens pas exactement à quel point je me suis arrêtée. Comment ? On avait fait la carte avec les flux, en fait. Voilà. Il y avait quand même des flux. Voilà, c'est ce que je suis en train de chercher. C'est évidemment, je l'ai rangé, j'ai dû la ranger là, d'accord. Donc pour ce point 3, hein, vous pouvez vous renvoyer à cette carte, oui, on va dire ce schéma, mais en fait c'est une forme de carte, hein, tout simple, que vous pouvez essayer de mémoriser même, qui présente donc le monde en considérant deux grands ensembles, le nord et le sud. On discutera plus tard de pourquoi on dit le nord et le sud. Disons que pour l'instant, pour faire simple, ce qu'on appelle le nord, ça correspond à l'ensemble des pays les plus riches, et ce qu'on appelle le sud, à l'ensemble très hétérogène des pays pauvres. Je dis tout de suite, c'est des sortes c'est des images, ça ne veut pas dire que c'est les pays qui sont au nord par rapport au pôle ou au sud par rapport à l'équateur. Hein. Ça veut dire, parce que par exemple l'Australie, c'est un pays du nord. Hein, vous êtes d'accord, l'Australie est au sud, vous savez où c'est à peu près. Bon, vous êtes d'accord aussi sur le fait que c'est un pays riche. Hein, et on la classe dans les pays du nord. Hein, donc ces mots nord et sud, ça n'est pas des indications de situation, de position à la surface de la Terre. D'accord ? On en reparlera. Bon, donc,
ici sont représentés les grands flux, enfin, les flux des migrations internationales par rapport à ces deux ensembles. Hein. Donc on a nord et sud, il peut y avoir des flux du sud vers le nord, des flux du nord vers le sud, mais aussi des flux internes au sud et des flux internes au nord. Hein, donc 4 types de flux, si vous voulez. 4 types de flux qui sont représentés ici. On peut dire des choses de différentes façons à partir de cette carte. On peut dire que, contrairement à l'idée largement répandue, les migrations internationales ne se font pas que du sud vers le nord. Les migrations internationales se font aussi entre pays du nord et entre pays du sud. Le seul flux qui est nettement moins important, qui est dans un autre ordre de grandeur, c'est le flux du nord vers le sud. Mais tous les autres sont dans des ordres de grandeur comparables. Et en particulier, ce qui est très important, ce sont les flux internes aux pays du sud, les flux entre pays du sud. Je rappelle que nous ne parlons pourtant que de migration internationale. Hein. On ne considère pas dans tous ces chiffres les migrations à l'intérieur d'un même pays. Hein. De même d'ailleurs pour les flux économiques, nous n'avons considéré que les flux internationaux. Nous n'avons pas pris en compte les flux internes au pays. Alors, ça c'est la première idée. Hein. Donc, si on essaie d'expliquer cela, ben, en fait, ça peut être très long parce que vous savez comme moi qu'il y a de multiples raisons qui font que des personnes entreprennent des migrations. Alors, on a longtemps classé, en fait, c'était, si vous voulez, pendant longtemps, c'était incontournable dans un cours sur les migrations de proposer une typologie, de dire il y a des migrations pour telle raison, telle autre raison, telle autre raison. Bon. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les flux migratoires, les gens, les chercheurs, géographes, sociologues, démographes, principalement, qui travaillent sur les migrations s'aperçoivent que les raisons des migrations, les causes, si vous voulez, des migrations, sont de plus en plus complexes, et même qu'une même personne peut avoir plusieurs raisons. Une même personne peut avoir un parcours migratoire en plusieurs étapes et ne pas avoir les mêmes raisons de migrer chaque fois. Bon, néanmoins, hein, on peut essayer quand même de classer un petit peu. Et de considérer qu'une grande partie des migrations, alors il va falloir que vous écriviez là peut-être quand même, je sais pas, vous en êtes de vos notes, donc vous avez quelque part, hein, vous êtes dans l'essor des migrations, vous avez écrit au minimum voir schéma ou carte schématique avec les 4 grands types de flux. Hein. Ça c'est important si vous voulez, il y a des fois où les documents, c'est le cours quasiment, hein, donc dans ces cas-là vous avez intérêt à bien vous mettre le repère, à pas oublier qu'il faut obligatoirement aller voir ce document. D'accord? Alors, autre chose, hein, c'est à vous de voir là si vous vous sentez capable de redire à peu près ce que je viens de dire sur ces 4 types de flux. Ou bien si vous ne vous en sentez pas capable. Enfin, à mon avis, ça serait bien que vous essayiez de le faire chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez, d'avoir cette carte schématique, ça nous permet d'aller plus vite, en quelque sorte. Hein, ces 4 flèches avec ces nombres à côté, elles nous font gagner du temps, parce qu'il faut un certain nombre de phrases pour exprimer la même chose. Bon, Alexis, peut-être, il faudra que vous fassiez les phrases. Je ne sais pas par rapport à ça, comment vous... Ça, vous pouvez pas... Il faut pas le dire, non. Il faudrait que quelqu'un vous le dise. Hein, vous le lise, vous dites flux interne au nord 53 millions, flux interne au sud 61 millions, etc. Le papier, oui, je pense qu'il a, je l'ai donné la dernière fois. Hein, vous aviez pris ce que j'avais donné. Ah, peut-être pas, c'est disant que vous ne pourriez pas le dire. Bon, mais quelqu'un peut lui dire, c'est pas très compliqué. Hein, le décret. Voilà. Bon. Alors, on va dire hein, que vous avez noté voir carte schématique et que normalement vous devrez être capable de lire la carte, c'est-à-dire de dire avec des phrases ce que montre la carte.
hein. Si vous avez des difficultés, vous vous questionnerez la prochaine fois. Voilà. Donc, deuxième élément à propos de ces flux. Hein. Vous devez écrire que les flux migratoires sont de plus en plus complexes. Néanmoins, hein, on peut distinguer quelques facteurs majeurs de migration. Hein, quelques facteurs, si vous préférez, quelques causes. Hein, facteurs et causes, c'est assez proche comme sens. Je ne vais pas vous la casser. Hein. J'ai du mal à remettre la pied. Ou alors, alors, qu'est-ce que vous connaissez, vous, je vous pose la question, comme facteur de migration internationale? Qu'est-ce qui fait, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il y a comme type, si vous voulez, de cause ou de facteur des migrations? L'import-export. Comment? La pauvreté, la guerre, oui, certainement. Raison médicale. Oui, là, ça peut être des raisons, mais ce pas vraiment des flux massifs. Catastrophe naturelle. Voilà, alors, pauvreté, guerre, catastrophe naturelle, là on a commencé à toucher aux raisons majeures de flux qui concernent surtout les pays du Sud. Quand je dis qu'ils concernent surtout les pays du Sud, je ne veux pas dire que ce sont forcément des flux du Sud vers le Nord, ce sont aussi beaucoup les flux internes aux pays du Sud. Hein. Donc la pauvreté, hein, des raisons qui sont à la fois économiques et de conditions de vie, hein, on migre en fait, on part de chez soi pour essayer de trouver des conditions meilleures ailleurs. Hein. Ça c'est l'explication la plus générale. Donc le changement climatique déjà. Attends, déjà, ça c'est après. Oui, oui. Hein. Dans les raisons de l'immigration. Le changement climatique, c'est... Oui, mais qu'est-ce qu'on disait, catastrophe naturelle, on peut éventuellement les associer, même si c'est pas tout à fait pareil. D'accord. Quelqu'un a parlé de guerre. Hein. Oui, la guerre, plus largement les persécutions, ce qui conduit, hein, ce qui peut conduire à demander un statut de réfugié, mais la tendance générale de la part des pays qu'on appelle improprement pays d'accueil, et à ce que ce statut soit de plus en plus difficilement accordé. De moins en moins de gens, par rapport aux demandes, peuvent obtenir le statut de réfugié. Donc la guerre, hein, mais ça peut être des persécutions qui ne sont pas forcément une guerre officielle, hein, qui peuvent être les persécutions d'ordre politique, en quelque sorte, hein, ou religieux, ou pour... encore d'autres raisons, hein, de gens qui sont persécutés dans leur pays, dans le cadre de régimes souvent dictatoriaux, ou en tout cas qui n'accordent pas aux personnes les libertés considérées comme fondamentales. Et puis il y a alors les catastrophes naturelles et dont on nous parle de plus en plus et qui pourraient être de plus en plus nombreux, hein, ce qu'on appelle parfois les réfugiés environnementaux, hein, c'est-à-dire les gens qui devraient migrer pour des raisons liées au changement climatique, en particulier ceux qui habitent dans des zones, dans des régions littorales très basses, hein, et qui vont être les premiers concernés par le niveau de la mer lié au réchauffement général. Alors, là déjà on peut toucher l'idée qu'il y a une combinaison de causes, hein, parce qu'en général ceux qui doivent migrer pour raisons climatiques, ils sont plutôt pauvres, il peut se trouver en outre qu'il fut une guerre civile ou autre, etc. Bon, mais tout cela concerne surtout les pays du Sud, hein, le changement climatique concernant surtout pour le moment des régions tropicales, enfin, c'est surtout dans les régions tropicales qu'il y a des zones basses très, très densément peuplées. Or, il existe aussi des flux internes aux pays du Nord et des flux en direction des pays du Sud. Alors, vous avez dit commerce tout à l'heure, vous avez dit import-export. Précisez un petit peu, parce que si vous le dites comme ça, c'est pas vous. C'est moi. Vous avez dit import, c'est vous, pardon. Alors, vous voulez dire quoi? Les gens qui se déplacent pour
pour pratiquer le commerce. Voilà. Ouais, parce qu'à niveau travail, déjà, par exemple, une entreprise qui fait des transports intérieurs. J'ai pas entendu. Par exemple, Carrefour, qui a plusieurs entreprises dans le monde, peut-être qu'il va amener des gens de leur pays, dont ce pays accueille, pour essayer de... Oui, alors, c'est des choses différentes dont vous parlez l'un et l'autre. Hein. Effectivement, il y a parmi ces migrants des gens qui sont... Alors, c'est aussi une autre façon de classer les migrations, c'est-à-dire que les migrations dont nous avons parlé, elles peuvent être définitives ou temporaires, elles peuvent se faire en plusieurs étapes ou pas. Et on observe, les chercheurs ont remarqué qu'il y avait aujourd'hui d'assez nombreux migrants qu'ils appellent parfois des transmigrants, c'est-à-dire des gens qui font des va-et-vient, éventuellement sur plusieurs pays, mais qui ne sont pas... qu'il est difficile d'appeler immigrés ou émigrés, hein, et c'est en particulier en lien souvent avec des activités commerciales, hein, qu'il y a ces va-et-vient. On observe ça notamment de part et d'autre de la Méditerranée, mais pas seulement, hein, entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest, en Asie de l'Est aussi, oui. Ce dont il a parlé, c'est encore autre chose, hein. C'est dans le cadre de ce dont nous parlerons bientôt, c'est-à-dire l'activité des entreprises multinationales, qui peut s'accompagner de déplacements de personnel de ces entreprises, de salariés de ces entreprises. Ça ne fait pas des flux énormes. Ça explique d'ailleurs pour partie que les flux du nord vers le sud ne sont pas si énormes. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est le commerce, parce que d'accord, vous avez pris l'exemple de Carrefour, et Carrefour est une entreprise de distribution, mais ça pourrait être une entreprise d'une autre activité, on ne dirait pas commerce. Hein? Bon, en outre, dans tous ces cas-là, c'est évidemment pas tous les employés de Carrefour, tous les salariés qui vont se déplacer. Hein, ça va être quelques cadres de haut niveau qui sont chargés d'aller organiser l'activité dans tel autre pays. Donc ça peut s'assimiler à des migrations d'un autre type de travailleurs, hein. Pas les pauvres qui cherchent désespérément un emploi et n'importe lequel, non, mais des travailleurs d'une part déjà qualifiés, hein, et déjà d'autre part des gens qui ont un statut professionnel élevé, hein, mais qui se déplacent dans le cadre de leur activité normale ou bien aussi pour trouver de meilleures conditions de travail. Et là, je pense en particulier à de nombreux chercheurs, hein, d'Europe vers l'Amérique du Nord notamment, qui vont définitivement ou temporairement travailler en Amérique du Nord, hein, par exemple des chercheurs français en physique, en biologie, en mathématiques, qui savent qu'en Amérique du Nord, ils trouveront des laboratoires mieux équipés parce qu'il y a davantage de financement, qui considèrent aussi qu'ils y seront mieux payés, ce qui est vrai et pas vrai à la fois parce qu'ils auront des salaires supérieurs, mais ils n'auront peut-être pas de financement de leur retraite, de leur sécurité sociale, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que ça arrive assez souvent à de jeunes chercheurs qui ont ici des conditions catastrophiques et qui vont quelques années travailler dans d'autres pays pour gagner un peu plus d'argent, mais aussi pour avancer peut-être plus dans leur travail de recherche. Alors, on pourrait rapprocher aussi de ce type de migration ceux de personnes qui se déplacent pour leurs études, hein, pour leurs études supérieures, et ça peut être assez souvent entre pays du Sud ou du Sud vers le Nord. Donc, si vous voulez, des migrations liées au travail, liées à l'emploi et à l'activité économique, mais avec des statuts et des postes de haut niveau, hein, et des travailleurs hautement qualifiés. Voilà, ça serait un troisième type de migration, voire un quatrième, hein, si vous voulez. D'abord, fuir la pauvreté. Deuxièmement, être réfugié par rapport à des guerres, à des persécutions politiques, ou alors être réfugié par rapport à des conditions environnementales. Quatrièmement, nous avons cité ce qu'on appelle les transmigrants, qui font des va-et-vient. On aurait pu les mettre à la fin parce que c'est une catégorie un peu nouvelle, hein, qui est repérée plus récemment. Et cinquièmement, donc les travailleurs hautement qualifiés, enfin, étudiants, chercheurs, cadres de haut niveau, etc. Là, il s'agit quand même assez souvent de migration
temporaires, qui ne sont pas définitifs. C'est lié à quoi les transmigrants? C'est lié aux conditions économiques, aux situations dont on parlera pour la Méditerranée, qui sont des situations d'interface, où il s'agit de jouer sur les contrastes de niveau de vie sur des distances relativement faibles, mais il s'agit aussi de trouver des activités lucratives, plus ou moins lucratives, qui sont utiles, qui sont liées souvent à la présence de communautés immigrées, justement, qu'il s'agit de ravitailler en produits du pays. Enfin, il y a tout un faisceau de causes. Disons que c'est une façon de faire avec les frontières et le monde d'aujourd'hui, et bon, on ne peut pas répondre en deux mots. Alors, une dernière remarque. On pourrait, certains distinguent, légitime dans une certaine mesure de distinguer entre l'immigration officielle, va-t-on dire, comptabilisée, autorisée, d'une part, et l'immigration dite clandestine. Par nature, les migrants clandestins, ils sont estimés, ils ne sont pas vraiment comptés. Bon, néanmoins, on peut aussi remettre en cause cette différenciation entre clandestins et légaux, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que le fait que quelqu'un soit en situation légale ou illégale, ça dépend pas vraiment de lui. Ça dépend des lois, des règlements. Et puis surtout, c'est une situation qui peut changer à un certain moment. Par exemple, on sait très bien que beaucoup de gens migrent du sud vers le nord avec un visa qui peut être touristique pour études, et donc là de manière tout à fait légale, et qui ensuite cherchent à rester dans le pays où ils se trouvent, mais n'ont plus ce visa, et donc vont se retrouver probablement dans une situation illégale, mais pourront ensuite être régularisés, etc. Donc ces deux catégories, légaux, illégaux, clandestins, c'est pas tout à fait évident. Imaginons quelqu'un qui migre vers le nord avec un statut de réfugié politique. Pourquoi il n'aurait pas le droit, une fois son statut validé en France, d'acquérir une nationalité française? Moi je suis pas la loi, je vous dis pas qu'il doit pas avoir le droit, c'est pas moi. De toute façon, il migre pas avec le statut, il migre en étant vraiment dans une situation difficile, et une fois qu'il est dans le pays, il va demander le statut, que probablement il n'aura pas, puisque je crois que c'est de l'ordre de 20%. Mais pourquoi on laisse mais ça. On peut considérer aussi qu'il y a tout un pan, qu'il y a différents pans de l'activité économique qui profitent, voire même qui sont fondés sur la présence d'une main-d'œuvre immigrée clandestine. C'est variable selon les pays, mais c'est notamment dans le bâtiment, dans la restauration, pour la France. C'est en Italie, en Espagne en particulier, dans l'agriculture maraîchère intensive, etc. Voilà. Bon, donc, retenez aussi, si vous voulez, que l'immigration, de manière générale, augmente, mais que, ça je vous l'avais écrit, il faut relativiser leur importance. Donc je vous ai écrit qu'on estime à environ 200 millions, soit 3% de la population mondiale, le nombre de ceux qui résident dans un état différent de celui où ils sont nés. 3% de la population mondiale, c'est pas beaucoup finalement. 3% de la population. Et parmi ces migrants internationaux, parmi les migrants internationaux, moins de 30% se déplacent d'un pays en développement, autrement dit d'un pays du Sud, vers un pays développé. Là, c'est une citation, j'ai pris ça sur le site le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. C'est ce qu'on appelle une agence des Nations Unies qui a établi ces statistiques. Donc, au total, seulement 3% de la population mondiale, ordre de grandeur bien sûr, qui réside dans un pays différent de son pays de naissance. Parmi ceux qui font une migration internationale, moins de 30% se déplacent du sud vers le nord, ça correspond à peu près à ceci. Et voilà. Alors,
on peut considérer finalement ce que je vous ai écrit là à la fin de ce petit paragraphe, c'est que les migrations sont elles aussi un reflet des inégalités qui caractérisent le système monde ou qui caractérisent l'espace mondial. Hein, parce que justement, ces migrations que nous avons décrites, hein, les migrations de la pauvreté ou celles aussi des travailleurs hautement qualifiés, ben, elles sont liées à des différences dans l'espace mondial, hein, différences de conditions de vie, d'opportunités d'avoir un emploi ou d'exercer son emploi dans de bonnes conditions, etc. Hein. Et ces migrations, ce sont des déplacements, des ajustements en quelque sorte par rapport à ces inégalités. Donc si vous voulez, là, c'est que de même que les flux économiques, hein, les flux de biens matériels et immatériels, qui sont une manifestation de la mondialisation parce qu'ils correspondent à l'activité des entreprises dont nous allons mieux parler maintenant, mais de manière un petit peu analogue, les flux de personnes, les migrations, sont un reflet de la mondialisation parce que ces flux de personnes correspondent à des inégalités dans l'espace mondial. D'accord ? Est-ce que c'est à peu près clair? Ça va? Bon. Alors, un quatrième point sur lequel je vais aller très vite, parce qu'il faut quand même avancer, et puis que c'est pas la peine d'accumuler les chiffres, des choses comme ça. Il faut noter aussi, quatrièmement, l'importance des flux d'information. Donc, information, je le rappelle, au sens large, hein, pas seulement information au sens de ce qui est dit au journal télévisé ou dans les journaux quotidiens, information au sens de des idées, enfin de quelque chose qui est pas, enfin, on n'a pas de mot tout à fait satisfaisant pour ça, hein, des choses qui relèvent des idées et de la parole et qui sont quelque part échangées ou qui se déplacent d'une partie du monde à l'autre. Donc il est bien certain que dans le monde actuel, les flux d'information ont considérablement augmenté, hein, on pourrait dire qu'ils ont explosé, bien sûr grâce ou à cause, hein, des supports techniques, hein, que sont les télécommunications. Hein, les télécommunications, ce sont justement les dispositifs techniques qui permettent qu'il y ait des flux d'informations. Hein, ça avait été d'abord le télégraphe, puis le téléphone, puis la radio, puis maintenant tout ce qui transite par onde ou par câble, qui relève de ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Sans oublier le Minitel quand même. Le Minitel. Oui, j'ai oublié le Minitel, mais c'était un peu le téléphone du Minitel. Puis c'est une spécificité française, le Minitel, voilà, vous savez bien. Ouais. Des dispositifs techniques, nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais avant il y en avait des moins nouvelles, comme le téléphone, qui contribuent à cette augmentation rapide des flux d'information. Si on prend un tout petit peu de recul, si vous voulez, par rapport à l'histoire de l'humanité, c'est vrai qu'au cours du XXe siècle, il y a eu des choses absolument fulgurantes sur ce point-là. Hein. Le fait, et encore plus récemment, la vitesse de circulation des informations a augmenté considérablement. Hein. Pendant des siècles et des millénaires, la vitesse de circulation des informations, c'était la vitesse des gens à pied ou des gens à cheval. Hein. Et puis ça a été la vitesse du chemin de fer qui a pu transporter le courrier, de l'automobile et du téléphone, ce qui est quand même très rapide, mais il n'y en avait pas partout. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le temps réel, c'est-à-dire le fait que nous pouvons là, tout de suite, si nous le décidons, communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre partie du monde, de l'autre côté du monde, en Australie par exemple, ou bien regarder sur Internet des infos ou un truc en direct qui se passe au Japon ou en Nouvelle-Zélande. Hein. Donc bien sûr, cela joue un rôle important et soulève tout un ensemble de problèmes et de questions que je ne développerai pas ici. Une par exemple, hein, quels sont les vecteurs de cette circulation de l'information? Qu'est-ce qu'il y a comme vecteur particulièrement important, comme vecteur, comme quelque chose qui part? Internet, oui, mais je voulais dire à un autre niveau. Le Twitter, le tweet.
Oui, mais là on est encore un peu dans le dispositif technique avec Internet, le truc, etc. Moi, ce à quoi je pensais, c'était à la langue en particulier. Hein, parce que l'information, elle relève du langage humain, hein, elle transite par le langage humain, et donc la langue est importante. Alors ça, c'est un des, la langue français ou autre. Bon, français ou autre, ben oui, plutôt autre, hein, c'est-à-dire anglo-américain, on va dire, hein, qui est la langue dominante indiscutablement, et qui, en quelque sorte, imprime, à la fois imprime sa forme à l'information, et aussi qui fait que l'origine de l'information, ben, elle est principalement dans les pays riches et tout spécialement dans les pays anglo-américains, hein, les pays de langue anglo-américaine, les grandes agences de presse sont toutes des agences de pays riches, par exemple. Hein. Les grandes entreprises d'édition, parce que ça existe encore, l'édition de livres ou de journaux, elles viennent surtout des pays du Nord. Hein. Donc, derrière cette circulation accélérée des informations, il y a des enjeux de pouvoir et de domination culturelle. Pensez par exemple à la langue anglo-américaine, hein, qui est le vecteur majeur de la diffusion de l'information. Voilà. Oui, allez-y. Ces spécialistes justement de l'information, je me souviens comment on les appelle. Oui, et bien, qu'est-ce que vous vouliez dire après, même si vous manquez le mot? Que c'était une profession qui prenait de plus en plus d'importance et qui jouait justement beaucoup avec l'économie et la politique. Oui, alors de manière plus générale, on peut dire effectivement que la diffusion et la circulation de l'information, c'est aussi une activité économique. Oui, qui prend de plus en plus d'importance. Il y a des enjeux financiers derrière la maîtrise des grands médias, comme on dit, des Google et autres. Il faut quoi? Faites ce que vous voulez. Des lobbyistes. Pensez aussi aux enjeux qu'il y a et aux discussions, aux tractations autour de la question de la numérisation des ouvrages. Hein. C'est Google qui me fait penser, hein. Google qui cherche à acquérir le monopole de la numérisation de toutes les grandes bibliothèques du monde. Et ça donne un peu le vertige. Ça. Oui. L'information est contrôlée en France. Oui. Et à peu près partout, d'une certaine façon. Alors déjà, elle est contrôlée de fait parce qu'il faut des moyens, des supports matériels et des moyens financiers pour la produire et pour la diffuser. Et ensuite, elle peut être contrôlée plus directement pour des raisons idéologiques ou politiques. Et puis, elle peut être aussi détournée, espionnée. On le sait aussi. Enfin, bon. Les enjeux sont multiples autour de cette question, et je crois que c'est important de penser que donc il y a les enjeux politiques et idéologiques, il y a les enjeux culturels, et il y a aussi des enjeux financiers. Et en fait, il y a une imbrication de tout ça. Hein. Pourquoi Google veut numériser les ouvrages de la Bibliothèque nationale de France? Parce que c'est une activité lucrative. Et pourquoi certains s'opposent à ça? Il y a peut-être quand même un danger d'affaiblissement culturel si on peut plus maîtriser en France ce qu'on édite comme livre, etc. Hein, et ainsi de suite. Bon. Vous n'aurez pas à faire une dissertation sur les flux d'informations, hein, donc il n'est pas nécessaire que vous ayez une abondance de données factuelles ultra précises. Néanmoins, c'est utile que vous y réfléchissiez, hein, et que du coup vous compreniez aussi la mondialisation par rapport à ça, hein, puisque la mondialisation, c'est la mise en relation généralisée des différentes parties du monde, et cette mise en relation, elle se fait aussi par l'information. Et le fait que chacun de nous puisse savoir très vite ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dans d'autres régions du monde, ça modifie certainement pour chacun notre propre représentation du monde.
Hein, ça contribue au fait que nous ayons sans doute davantage l'idée, la représentation d'une certaine solidarité. Je me rappelle que ça avait été souligné il y a quelques années quand il y a eu le tsunami en Asie du Sud-Est. C'était en quelle année ça? Oui, il y a une dizaine d'années. En 2009. C'est tout? En plus que ça. Ah, 2004, oui, ben, pas loin d'une dizaine d'années maintenant, voilà. Où il y a eu un élan de dons tout à fait étonnant d'une certaine façon. Alors, attention aussi, puisque nous le savons bien d'une certaine façon, mais nous avons tendance à l'oublier. Hein. Nous disons que nous sommes bien informés de ce qui se passe ailleurs dans le monde, en fait, dans la mesure où l'information qui est produite et diffusée, elle est pertinente. Hein. Pas fausse, elle est forcément une sélection. On ne nous dit jamais tout. Ce qui se passe, c'est impossible, bien sûr, hein, pas qu'on veuille nous le cacher, mais parce qu'il y a forcément une sélection. Les journalistes et les reporters, ils vont travailler sur des sujets, soit qui les intéressent, soit que leur rédaction leur demande de traiter. Et c'est jamais tous les sujets. L'information n'est jamais neutre aussi. Et elle n'est jamais neutre, certes. Et quand on a été confronté, même sur des choses anecdotiques et pas très importantes, à la façon dont un journaliste rend compte de ce qu'on a vécu soi-même, on est parfois un peu effaré en se disant, si c'est tout comme ça, c'est... Voilà. Hein. Bon, donc, on pourrait parler peut-être aussi quelque part de l'illusion. Hein. Je parlais de la représentation qu'on peut avoir de soi-même comme de citoyen du monde, entre guillemets, disaient certains, mais en même temps, il y a le risque de l'illusion d'être informé sur ce qui se passe ailleurs, alors que ce n'est qu'une information sélective, parcellaire, voire éventuellement fausse. Bon, tout ça, ce sont des choses à méditer et non pas à prendre par cœur. Alors, une dernière remarque. Il existe en outre des flux illicites extrêmement importants qui correspondent à des activités elles-mêmes illicites. Un géographe français important qui s'appelle Roger Brunet a parlé d'antimonde pour les mondes un peu de l'autre côté, les mondes obscurs où se font les trafics, etc. En même temps, là aussi, attention, c'est pas forcément complètement à l'écart. On sait qu'il y a une imbrication entre des activités mafieuses et l'économie officielle. C'est question de blanchiment d'argent correspond à ça. Je ne sais pas si vous avez lu ou si vous connaissiez un peu ce dont a rendu compte le journaliste italien Fabio Taviani, je crois, à propos de la Camorra napolitaine. Et des liens entre des entreprises qui ont pignon sur rue en Italie, en Allemagne et en France et des ateliers clandestins qui sont présents dans l'agglomération de Naples, c'est assez édifiant sur le sujet. Donc ces flux illicites sont par nature difficiles à mesurer, ils ne sont pas officiels, donc on ne peut avoir que des estimations, mais on sait que c'est important et que même si c'est largement caché, il y a des connexions entre les activités et les flux illicites et les activités et les flux licites et visibles. Voilà. Donc, conclusion de ce chapitre sur les flux, qui était un chapitre surtout descriptif, je le redis. Tous ces flux, leur valeur, leur importance et stratégie qu'ils nécessitent manifestent les inégalités économiques, sociales et politiques du système monde, ou si vous préférez, de l'espace mondial. Excusez-moi. Oui. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Quand vous dites qu'il y a l'argent clandestin, vous appelez ça comme ça, qui est lié au trafic de drogue et d'autres, parce qu'en fait, je sais pas, l'élément de mesure, parce que moi, quand je fais sortir de l'argent de mon compte, il n'y en a jamais en trop qui rentre, quoi. Donc cet argent qui rentre en trop, en fait, qu'est-ce qu'ils en font? Cet argent qui est blanchi. Comment ça se passe en fait? Hop. Je suis pas experte là. Au niveau de la Banque de France, il y a des calculs. Alors, c'est possible parce qu'il existe ce qu'on a appelé, on en a parlé l'autre jour, des paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'il y a des pays et des organismes bancaires qui acceptent de ne pas de garder secrète
l'information qu'ils ont sur les comptes de personnes. C'est-à-dire que vous pouvez, si jamais vous aviez trop d'argent là, qui est entré sur votre compte, et si vous vouliez pas payer d'impôt dessus, vous pourriez aller le placer sur un compte en Suisse, et l'État français ne saurait pas, il ne vous demanderait pas de payer des impôts sur ces revenus que vous avez eu là. Bon, mais il y a de multiples façons et techniques, mais si vous voulez, c'est possible parce qu'il y a, on pourrait dire, connivence, où il y a accord, où il y a acceptation de ces systèmes par certains États qu'on appelle les paradis fiscaux et par un certain nombre de banques. Mais les banques ne demandent pas la provenance des fonds quand même. Non. Si on arrive à la banque avec de l'argent, on a beaucoup d'argent, même en France, ils ne vont pas nous demander. Si, en théorie, oui. Si, justement, oui. Il y a d'autres billets. Oui. Et inversement, si vous voulez en retirer beaucoup, Non, mais c'est la question que je me posais. On arrive avec 150 000 euros dans une. Ah, c'est sûr, hein. On vous demandera. Je crois que oui, je sais. Ah, c'est quand même. C'est très. Oui, en théorie, oui. Après, on peut donner des explications. Alors, la chose, si vous voulez, pour vous, moi, ça sera pour une somme bien plus petite que ça. Quand on a une autre stature financière et qu'on ne s'adresse pas au guichet de la banque de son quartier, peut-être que les questions vont être différentes ou que ça sera à partir d'une somme plus importante. Mais théoriquement, légalement, oui, il faut pouvoir justifier de tous ces revenus. Oui, mais si quelqu'un arrive de l'étranger avec 2 millions d'euros acheter un grand hôtel à Paris, on ne posera pas la question. De cet argent, il vient. Parce que ça... Ah ben non, mais parce que oui... Il passera par des billets, par des comptes d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger, qu'on ne va pas chercher véritablement... Oui, bon, alors, oui, mais il y a plein de situations différentes. Alors déjà, il y a ça... Bon, on passe au chapitre 3. Alors, chapitre 3, je vais passer là. Chapitre 3, facteurs et acteurs de la mondialisation. Ah mince, je me suis encore trompée dans le... C'est le photocopieur. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est-à-dire que je me suis trompée, c'est-à-dire que c'est recto verso, et en fait, il faut faire comme ça. Non, c'est pas très grave. On s'arrangera. Alors... D'abord, je vais en donner 3, je vais vous dire. Soit vous me demandez si je pense que je vais donner, parce que non, c'est fini après, vous pourrez la donner. Je ne sais pas si il n'y en a pas une C'est bon. Donc, c'est le plan du chapitre 3, hein, facteurs et acteurs de la mondialisation. Et vous avez au verso quelques organisations internationales ou transnationales, j'expliquerai la nuance, qui sont classées uniquement, qui ne sont pas classées en fait, enfin, si, qui sont dans un ordre alphabétique, hein, mais qui sont des organisations de nature différente. Alors, ce sont des organisations importantes dont je parlerai à différents moments dans le cours. Donc là-dessus, vous aurez un minimum d'informations. Sur certaines, je vous mettrai des documents complémentaires sur la plateforme Iris. Hein. Je vous rappelle que vous devez, autant que possible, fait que vous devez, sauf impossibilité majeure, aller regarder cette plateforme Iris. J'en profite d'ailleurs pour poser une question. Là, est-ce
que certains ont... est-ce que tout le monde a déjà pu activer son ENT et se connecter? Non, j'ai même pas reçu ma carte moi encore. Alors, si vous n'avez pas reçu votre carte, c'est maintenant forcément, je pense que vous avez payé en retard et que vous avez payé assez récemment. C'est-à-dire que si vous voulez, la fabrication de votre carte n'a été lancée qu'à partir du moment où vous aviez payé si vous deviez payer. Si c'est pas le cas, si vous n'avez pas reçu votre carte de l'université alors que vous avez payé depuis longtemps ou bien alors que vous êtes dans une situation où vous n'avez rien à payer, il faut que vous vous adressiez à Fanelli Princel. Hein, ça peut être un problème de courrier ou quelque chose comme ça. Normalement, maintenant, vous avez tous votre carte, sauf si vous avez payé vraiment très très en retard. D'accord, hein, donc après, une fois que vous avez tout ça, il se peut que ça marche pas. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont leur carte, qui ont essayé, ça n'a pas marché, ils n'ont pas pu activer? Oui. Il demande un mot de passe. Il faut le choisir. Il faut refaire un mot. Ben, la première fois, vous vous connectez avec le numéro qui est sur votre carte et ensuite, vous choisissez le mot de passe comme vous voulez, ce que vous voulez. Mais... Si vous rentrez, il demande mot de passe. Je comprends pas trop la tête. Le premier mot de passe. Bon. Est-ce que vous avez eu ce papier? Dans l'encadré, là, vous avez la Le mot de passe, procédure. en fait, c'est ça là. Le tout petit numéro qui est à la Alors, parfois, il y a des... Et c'est eux qui te mettent la photo. Oui, ça buguait, moi. Ah ouais? Parfois, ça a super bien marché. Je me suis connecté. J'avais une Ça, carte il faut de rentrer crédit. notre mot de passe. Il faut valider. Mais c'est une carte monnaie. C'est quoi ça, une carte monnaie? Tu peux payer, tu recharges la cafétéria. Ouais. Tu mets des sous dedans. Et tu peux, comme les distributeurs et tout là. Ouais. Tu peux payer au distributeur. Bon, c'était juste une parenthèse. Enfin, il n'y a pas de problème majeur à part... Donc, si vous voulez, si ça marche... Normalement, la carte, j'en ai parlé. Hein. Ensuite, il faut que vous activiez le votre connexion à l'ENT. Donc, si ça ne marche pas, c'est soit que vous n'avez pas bien suivi la procédure, donc vous recommencez en la suivant précisément. Le papier que j'ai redonné, là, j'en ai quelques autres, mais il se trouve aussi sur le site en accès libre. Hein. Voilà. Et si vous êtes sûr d'avoir fait tout parfaitement, si vous avez réessayé plusieurs fois en faisant bien attention que ça marche toujours pas, là, c'est pas de votre faute et il faut vous adresser a priori à SOS ENT. Et si vous n'avez pas de réponse, disons dans la semaine, vous avez le droit aussi de vous adresser à Fanelli Princel qui, pour cela aussi, trouvera une solution. Enfin, elle peut pas débloquer le truc directement, mais si on vous répond pas, éventuellement, elle pourra demander. Voilà. Bon. Donc essayez de le faire, hein, même si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous à votre disposition, faites-le à la bibliothèque ou quelque part ici, vous pouvez en avoir, hein, parce que on peut pas vous donner tous les documents et puis de fait maintenant ça fait vraiment partie, on va dire, de la culture générale, de la manière normale de travailler que d'utiliser Internet. Donc c'est important aussi, je pense, pour vous. Ça fait partie aussi de votre préparation aux études universitaires éventuelles. Hein, c'est important que vous ayez, que vous acquériez un peu de familiarité avec ces procédures, y compris avec la recherche de documentation, avec la consultation de l'encyclopédie universaliste, des choses comme ça. Faites cela plutôt que de surfer un peu au hasard à partir d'un smartphone sans trop savoir où vous allez, quand même. Bon, alors, facteur et acteur. Ou acteur et facteur, plutôt d'ailleurs. Donc, nous allons nous intéresser dans ce chapitre, principalement, nous allons nous attacher dans ce chapitre, principalement, à essayer de comprendre ce qu'on pourrait appeler les ressorts de la mondialisation. Hein, c'est-à-dire que ce que nous avons constaté dans le chapitre sur les flux, nous allons essayer de l'expliquer. Pourquoi cette explosion de flux? Pourquoi autant d'échanges commerciaux en particulier? Quels sont les principaux acteurs de cette mondialisation? C'est-à-dire quels sont ceux qui font la mondialisation? Quels sont ceux dont les actions conduisent à la mondialisation, favorisent la mondialisation? Ce sont les questions
ce sont des questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse ici. Alors, on évoquera aussi un certain nombre d'acteurs qui jouent un rôle dans la mondialisation, mais pas forcément ou pas seulement un rôle qui consiste à favoriser la mondialisation. Par exemple, on évoquera les organisations altermondialistes, comme ATTAC, qui sont des acteurs, mais pas du tout au même titre que l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à tout prix à favoriser la mondialisation telle qu'elle se développe. Alors, à côté de cela, on a mentionné dans le titre des facteurs de la mondialisation. Les facteurs, c'est-à-dire des choses qui font la mondialisation, mais qu'on ne peut pas considérer comme des acteurs. Et dans ces facteurs, il y a principalement ceux dont nous venons de parler d'ailleurs avec les flux d'information, c'est-à-dire les moyens de transport et de communication, et aussi la culture. Alors, premièrement, nous pouvons évoquer un facteur décisif, un facteur qu'on pourrait dire fondamental, que nous avons déjà évoqué dans le premier chapitre, le chapitre de définition de la mondialisation. C'est le fonctionnement du système capitaliste. Donc, je vous ai écrit là, revoir la définition, je veux dire par là, la définition du capitalisme que je vous avais donnée avec le premier chapitre. C'est-à-dire ce que vous avez là, le deuxième encadré dans ce premier chapitre, capitalisme, système capitaliste. Donc je relis rapidement. Système économique caractérisé par la propriété privée des moyens de production, par le rôle du marché où s'exerce une concurrence entre les agents économiques, par l'importance de l'initiative individuelle qui n'exclut pas totalement le rôle de l'État, par la recherche et le réinvestissement systématique du profit. Et c'est cela en fait qui est le facteur décisif de la mondialisation, la recherche et le réinvestissement systématique du profit. C'est-à-dire le fait que le capitalisme a besoin, on pourrait dire de manière un peu triviale, a besoin de toujours plus de production et de consommation, donc toujours plus de marché où vendre sa production, toujours plus de matières premières à traiter pour produire, etc. Oui. Celle du premier chapitre, vous l'avez pas? Non, alors... Ah, pardon, excusez-moi, vous ne l'avez pas demandé tout à l'heure, je me suis arrêtée avant de vous l'avoir donné. Alors les deux garçons non plus derrière. Non, je croyais que c'est parce que au début, il y a la définition à revoir qui est dans le chapitre... Oui, je croyais que c'est ça que vous avez. Donc, si vous voulez, vous pouvez reprendre cet élément de définition qui est directement utile ici, c'est-à-dire la recherche systématique, la recherche et le réinvestissement systématique du profit, donc qui nécessite d'étendre dans l'espace, on pourrait dire, les activités, et également qui nécessite, on le verra, de jouer avec les inégalités dans l'espace mondial. Donc la recherche et le réinvestissement systématique du profit amènent les entreprises à utiliser les inégalités dans l'espace mondial. On en reparlera dans le chapitre 4. Donc éventuellement, vous pouvez mettre entre parenthèses, je ne développe pas ici, voir chapitre 4 qui viendra un peu plus tard. C'est bien le 4, je ne me trompe pas. Oui. Voir chapitre 4 à venir. Donc,
j'essaie d'avancer pas à pas, hein, c'est-à-dire d'avancer des explications, mais je ne peux pas vous les donner tout à la fois. Hein. Donc je vous rappelle que si on veut comprendre la mondialisation, je crois qu'on est obligé de se référer au capitalisme. Hein. Je ne développe pas beaucoup, on en a déjà un peu parlé. Ce qu'on va développer un peu plus, c'est certains acteurs particuliers, et notamment, donc on arrive au point 2, hein, les principaux acteurs de la mondialisation, et en premier lieu, ce sont les acteurs majeurs, les firmes multinationales. Donc j'en suis au point 2.1. D'accord ? Alors, donc on a l'habitude, et vous avez le droit, d'abréger firmes multinationales en FMN, et même, vous l'avez peut-être constaté, hein, on met de moins en moins maintenant les points dans les abréviations. Hein, donc une fois je les ai mises, on peut écrire un abrégé? Oui, j'en ai déjà parlé, je vais le redire. Alors, là pour l'instant, ce que je suis en train de dire, c'est que traditionnellement, une abréviation, ça se mettait comme ça, avec un point, hein, pour marquer qu'on abrège, que c'est une initiale. Mais aujourd'hui, vous l'avez sans doute constaté, de plus en plus, on ne marque plus que c'est une abréviation, ça va dessous. Bon. Donc moi j'ai écrit de deux manières différentes, ça m'avait pas sauté aux yeux sur l'écran, là je me dis ça va pas parce que dans le titre j'ai mis FMN et en plus j'ai oublié le point ON, ce qui est encore plus mal. Et après j'ai mis, donc il faudrait le corriger, enlevez-les ces points là que j'ai mis parce qu'il n'y en a que 2 sur 3, hein, au titre 2.1. Bon, c'est pas très important mais quand même il faut être. Alors, donc je réponds à la question sur les abréviations, je crois que je l'ai déjà dit. Quand elles sont extrêmement usuelles comme cela, vous avez le droit, mais dans tous les cas, il est souhaitable la première fois sur une même copie que vous écrivez, de mettre en abrégé, en entier, hein, de mettre les deux à côté. Vous mettez entre parenthèses le développement et ensuite vous pouvez écrire FMN tranquillement. Voilà, première chose. Deuxième chose. FMN ou FTN, firme transnationale. Alors nous allons considérer que ce sont les mêmes, que ça revient au même. Parce que nous n'allons pas entrer dans des détails et des controverses entre économistes. Donc FMN dit aussi FTN. Néanmoins, on pourrait établir des nuances. Hein, on pourrait distinguer entre firmes multinationales et firmes transnationales. Alors il y a plusieurs façons de le définir, hein, mais il y a une conception selon laquelle transnationale, ça pourrait s'appeler aussi avec un anglicisme firme globale. Je vais expliquer. Et en plus ça nous servira. Peut-être non, ça ne servira pas tout à fait. Une multinationale, hein, multi, ça veut dire plusieurs. Hein, ça veut dire une firme. Alors, non, je commence ça. Firme, pardon. Une firme, c'est une entreprise. Hein. En fait, on peut considérer que le mot firme, c'est aussi un anglicisme. Parce que en français, c'est entreprise. Mais l'habitude s'est prise d'utiliser firme pour des entreprises de grande taille. Bon. Comme ça. Multinationale, donc ça veut dire une entreprise dont les activités sont sur plusieurs nations ou pays ou États. On va voir tout à l'heure, c'est différent. Ça laisserait, enfin, le souci c'est que même si ces firmes multinationales existent, sont nombreuses et importantes, elles ont quand même presque toutes encore, une nationalité d'origine. Hein. Déjà officiellement ou juridiquement, elles ont une nationalité, elles ont un siège social dans un pays et on considère qu'elles sont de ce pays. Donc elles ne sont pas exactement multinationales, il n'y a pas tous les pays où elles interviennent à égalité, il y en a au moins un qui est prépondérant. Hein. Voilà. Alors, donc on pourrait considérer qu'il vaudrait mieux dire transnationale parce qu'elle part d'un pays et puis elle traverse d'autres frontières. Bon, il y a des nuances de ce genre, il y en a d'autres qui introduisent d'autres nuances tout à fait différentes que je ne me rappelle d'ailleurs pas. Alors, ce qui est important, par contre, hein, c'est de bien considérer, je l'ai mis dans le titre, que ce sont des acteurs majeurs, les acteurs majeurs même de la mondialisation.
Ce sont les facteurs? Ce sont les acteurs majeurs de la mondialisation. Je crois que je vous l'avais dit à propos des flux, mais on peut le redire ici et vous le comprendrez mieux. Je crois que je vous l'avais dit à propos des flux commerciaux. On estime que leurs activités engendrent environ les 2/3 du commerce international. Donc, les firmes multinationales, elles engendrent grosso modo les 2/3 du commerce international. Ces 2/3 se décomposant en 2 parties grosso modo égales. Un tiers commerce entre FMI et un autre tiers commerce intra-FMI. Ça, c'est encore plus important. Intra, ça veut dire interne. Interne à chacune des firmes. Alors, je vous l'avais dit ça, non, déjà? Vous vous rappelez pas? Je pense que je vous l'ai dit. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Commerce externe et commerce Ah oui, interne. si, oui. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Je crois qu'il y avait un cours de chinois avant. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, un tiers du commerce international, ce sont des échanges entre grandes firmes multinationales. D'accord. Un autre tiers, ce sont des échanges autres qui ne concernent pas directement des firmes multinationales. Mais un tiers, et ça c'est peut-être une part qui tend à augmenter, un tiers c'est le commerce interne à chacune des firmes. Les firmes multinationales, je vais reprendre la définition, mais elles ont des activités dans différents pays. Et vous savez que quand il s'agit de production industrielle, on comprend aisément que ça consiste à fabriquer tel élément dans tel pays, produire des matières premières ailleurs, etc. Et évidemment, pour arriver au produit fini, il faut des flux importants de marchandises qui vont franchir des frontières, donc qui vont être comptés dans le commerce international et qui vont être nécessaires pour que finalement il y ait le produit au bout. Et ça, tout mis bout à bout, ça représente un tiers, je dirais au moins un tiers du commerce international. Donc, l'activité des firmes multinationales joue un rôle majeur dans la multiplication des flux, dans l'augmentation des flux, et donc dans la mondialisation. C'est ça l'idée clé. Oui, vous leviez la main. Ouais, c'est pas sûr de ma question, mais c'est du coup le dernier tiers, c'est quoi? C'est les petites entreprises? Alors c'est des petites entreprises, ça peut être des échanges à la limite entre particuliers, oui, c'est des multinationales avec des pas multinationales, etc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une firme multinationale? C'est une entreprise, je l'ai encadrée, dont les lieux d'intervention, les lieux d'activité si vous voulez, se situent dans plusieurs pays à la fois, en même temps, et qui contrôle au moins une filiale à l'étranger. Alors, vous comprenez pas le terme multinational? Tout à l'heure, quelqu'un citait Carrefour. Il y a des supermarchés Carrefour dans plein d'autres pays du monde. Donc l'entreprise Carrefour, elle a des activités dans de nombreux pays du monde. L'entreprise Toyota, l'entreprise japonaise qui construit entre autres des automobiles, mais pas seulement, elle a des usines dans différentes parties du monde, etc. Alors, justement, on va reprendre. Alors, il faut que vous sachiez plusieurs choses, c'est que il y a plusieurs définitions précises des firmes multinationales, là encore. Donc je ne vais pas vous obliger à apprendre différentes définitions, mais
Depuis, on a commencé à parler de firmes multinationales à la fin des années 1960, je crois. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existait pas avant, hein, mais c'est apparu à des économistes comme étant un phénomène économique important qu'il fallait souligner, qu'il fallait essayer d'expliquer, etc. Et alors, de cette façon, si vous voulez, les premiers, je ne sais pas qui c'est, les premiers qui ont parlé de firmes multinationales, ils l'ont défini d'une certaine façon. Et puis, depuis, l'économie a évolué, l'organisation des entreprises a évolué, et les économistes qui réfléchissent sur la mondialisation, sur la façon dont tout cela fonctionne, ils ont pu être amenés à proposer des définitions un peu différentes. Et puis, il y a les statistiques. Hein, on va compter les firmes multinationales et dire combien il y en a, quel est leur chiffre d'affaires, etc. Alors, pendant très longtemps, on a considéré que les firmes multinationales, c'était forcément de très grandes entreprises. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le nombre de multinationales de taille moyenne, quelques centaines de salariés, augmente beaucoup. Donc une multinationale, elle ne se définit pas avant tout par sa taille, mais elle se définit avant tout par le fait qu'elle intervienne dans plusieurs pays. Bon. Ce que je vous ai donné là, c'est à partir de la définition de l'ONU, et c'est la définition que moi-même j'ai trouvée dans le dictionnaire d'alternatives économiques en ligne en accès libre. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est le plus pratique, justement, quand on veut avoir à la fois une définition simple, et puis il y a souvent un petit développement plus long à côté, et puis il y a des renvois, c'est assez pratique. Donc, si vous suivez l'option économie, vous avez peut-être procuré un dictionnaire d'économie qui vous a été conseillé, mais sinon, je vous dis qu'il y a celui-ci, c'est assez intéressant. Bon, c'est assez utile. Oui. Le commerce entre firmes multinationales, c'est-à-dire c'est entre plusieurs entreprises multinationales. Oui. Et intra, c'est également de la même. Voilà. Non, pas de. Oui. Alors, il faut faire attention aussi au vocabulaire. Hein. Une entreprise, c'est une entité juridique. Et une entreprise, elle peut avoir plusieurs établissements. Hein. Les établissements, ce sont des unités techniques, des unités de production, des usines, par exemple, dans le cadre d'une entreprise industrielle, des magasins, des supermarchés, dans le cadre d'une entreprise commerciale. Voilà. Alors, les multinationales, c'est un petit peu plus compliqué parce que ces différents lieux d'intervention, ça peut être des établissements, c'est-à-dire c'est directement une usine ou de Toyota ou un magasin de Carrefour il y en a beaucoup même qui sont dans notre pays, mais ça peut être aussi des filiales que l'entreprise qu'on appelle la maison mère, ça joue sur les métaphores avec la famille, mère, fille, fils, etc. Donc la maison mère peut avoir des filiales dans d'autres pays. Et les filiales, ce sont des entreprises dont la moitié au moins du capital de départ, est détenue par une autre société. Donc les filiales, ce sont des entreprises dont les multinationales détiennent au moins 50% du capital. D'accord ? Bon, sauf que là, c'est pas 50%, c'est 10%. Donc, ça colle pas tout à fait, mais pourtant, oui. Alors, c'est l'ONU, c'est l'ONU qui considère qu'à partir de 10%, dans ses statistiques, l'ONU parle de filiales. Donc, la définition encore plus générale, ça serait qu'une filiale, c'est une entreprise dont une partie du capital est détenue par une autre entreprise qu'on appelle la maison mère. Mais on conçoit que 10%, c'est quand même pas beaucoup. Pour qu'il y ait un rapport maison mère filiale, il faut qu'il y ait une certaine domination de la maison mère, c'est-à-dire que la maison mère oriente les décisions, etc. Donc là, il faut sans doute un peu plus de 10%. Bon. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous noter. Vous pouvez noter ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire les plus anciennes et les plus importantes des firmes multinationales sont de très grandes entreprises. Je vais vous mettre des exemples que je mentionnais. Et en plus, les plus anciennes et les plus importantes sont de très grandes entreprises.
Donc, j'avais donné comme exemple tout à l'heure ce que Carrefour, puisque ça avait été cité. Toyota, alors Toyota qui serait au 5e rang, et qui était au 5e rang mondial des multinationales en 2009. Là, j'ai un tableau, quelques petits documents que je vous mettrai sur Iris. Hein, je vous ai pas imposé le tableau. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en 2009, ça doit être à peu près toujours, c'est pas évident, hein, faut pas chaque année les statistiques. Celles de 2009, je les ai trouvées l'année dernière, donc je n'ai pas recherché cette année. Donc, grosso modo, il peut y avoir des différences, une qui passe devant ou autre, mais la première en 2009, c'était l'entreprise Walmart. C'est une entreprise américaine des États-Unis de distribution, hein, comme Carrefour justement. Walmart, c'est l'énorme chaîne d'hypermarchés, et pas que d'hypermarchés, des États-Unis. Oui. Dans la définition, là, vous dites que ce sont des grandes entreprises, mais des grandes entreprises en nombre de personnel ou par rapport à leur chiffre d'affaires. Oui, mais quand on parle de la taille d'une entreprise dans ce sens-là, c'est d'abord le chiffre d'affaires. Oui, bon, alors souvent ça va un peu de pair, mais vous avez raison que la deuxième c'était Royal Dutch Shell, hein, Shell donc, et là c'est une entreprise dont les activités sont beaucoup dans le raffinage du pétrole, ça fait beaucoup moins de main d'œuvre. Une entreprise comme Walmart qui elle a des magasins et donc énormément de main d'œuvre qui travaille dans ces magasins. Mais justement, alors par exemple. Walmart, donc sur ce tableau, vous le verrez, avait un chiffre d'affaires en 2009 de, j'arrondis à peine un peu, 408 milliards de dollars et 2 100 000 salariés. Shell, donc Royal Dutch Shell, la deuxième, un chiffre d'affaires de 285 milliards de dollars et seulement, la différence est énorme là, 101 000 salariés. Voilà. Alors, donc je voulais dire autre chose aussi. Oui, alors, quelques autres chiffres. Si on compare à deux dates proches, 1990 et 2010, le nombre de FMN, de maisons mères, si vous voulez, et le nombre de filiales, on s'aperçoit qu'il y avait, on estimait en 1990 à 37 000 le nombre de FMN et à 170 000 le nombre de filiales. Et en 2010, on avait 80 000 FMN et 890 000 filiales. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le nombre de filiales a augmenté beaucoup plus que le nombre de maisons mères. Si on regarde en 1990, il y avait à peu près 4-5 filiales par FMN en moyenne. Bon, j'arrondis à la louche, hein, je fais 4 fois 40 000 égale 160 000, bon, un peu plus de 4 par maison mère, d'accord? En moyenne. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est pour comparer les nombres. En 2010, c'est 10 au lieu de 4. Hein, 80, 89 000, 11 même. D'accord? Donc, c'est surtout le nombre de filiales qui augmente, ce qui conduit à penser qu'au niveau des très grandes entreprises, il y a une forte concentration qui existe, ou en tout cas une domination des grandes entreprises qui multiplient le nombre de leurs filiales.
Donc, je vous mettrai, comme je vous le disais, quelques extraits d'un article qui concernait les relations entre siège et filiale, siège ou maison mère, donc dans lequel vous trouverez ce dont je parlais tout à l'heure, le classement des 20 premières firmes multinationales dans le monde selon le chiffre d'affaires réalisé en 2009. Et vous trouverez aussi un autre tableau, la répartition géographique des filiales établies par les FMN. Alors, c'est évidemment pas des tableaux à apprendre par cœur. Hein. Pour les 20 premières, bon, ça peut vous donner des exemples, vous aider à mieux vous représenter, parce que souvent, pas toujours, hein, souvent le nom de l'entreprise correspond à une marque commerciale très connue. C'est pas toujours le cas quand même. Mais surtout, c'est donc surtout pour que vous puissiez éventuellement vous faire une idée un petit peu plus concrète, disons. Hein. Alors, répartition géographique des filiales établies par les FMN. Alors, ces filiales, oui, précision aussi, elles peuvent être, on va voir deux origines, hein, c'est ce que montre le tableau. Elles peuvent avoir été créées par la maison mère, hein, qui crée une filiale, c'est-à-dire qui crée une entreprise dans un autre pays. Mais les filiales, les maisons mères peuvent aussi se les procurer en faisant des opérations d'acquisition ou de fusion-acquisition, c'est-à-dire en achetant des parts du capital d'une entreprise qui existe déjà. Et c'est d'ailleurs la situation majoritaire dans les pays du Nord, hein, que la fusion-acquisition, alors que dans les pays du Sud, c'est l'inverse. Donc vous verrez ça. Et alors je vous ai mis aussi un petit extrait de texte qui donne un exemple qui vous intéressera à propos du groupe Danone. Danone, des yaourts, est une entreprise multinationale, évidemment, hein, française, d'origine française, qui a développé des activités un peu partout. Et ce qui est intéressant là, et ça se voit particulièrement bien dans le cas des entreprises agroalimentaires, c'est qu'elle essaie de développer son activité en créant de nouveaux marchés et en s'adaptant au goût des populations où elle vend ses yaourts. Hein. Les yaourts vendus dans les autres pays ne sont pas de la même gamme ou pas faits exactement de la même façon que les yaourts français pour qu'ils plaisent aux consommateurs qui ont d'autres habitudes alimentaires. Alors maintenant, la question finalement la plus importante, hein, c'est celle qui consiste à savoir pourquoi les entreprises se multinationalisent, si je peux dire. Hein. Pourquoi les entreprises développent leurs activités dans d'autres pays que les pays d'origine, que leur pays d'origine. Donc il y a différentes raisons, oui, en même temps différentes façons de présenter les raisons. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, pour faire simple, on va dire qu'il y a deux sortes de raisons, peut-être. La première, celle auquel vous penseriez, enfin le premier ensemble de raisons auxquelles vous pouvez penser immédiatement, c'est la recherche de meilleures conditions de production. Meilleures conditions de production, ça veut dire en général production à un coût moins élevé. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ça? Ça ne veut pas dire toujours la même chose. Baisser le coût de production. Baisser le coût de production, mais comment concrètement justement? Réduire les transports. Alors réduire les transports, ça c'est peut-être pas la raison immédiate parce que s'éloigner pour réduire les transports, enfin, sauf si c'est le marché. Voilà. Le coût de la main-d'œuvre. Alors, je pensais que vous alliez commencer par là. Ce à quoi on pense d'abord, c'est le coût de la main-d'œuvre. Ouais. Et c'est le schéma que nous avons en tête, hein, avec les délocalisations dont on nous parle, qui consiste à fermer des établissements en Europe occidentale et à aller en ouvrir d'autres dans des pays où le coût de la main-d'œuvre est plus bas. Et là, c'est clairement utiliser les différences dans l'espace mondial dont je parlais, différences de niveau de vie, de conditions sociales qui font que les salaires ne sont pas du même niveau partout. Ça, c'est spécialement important
pour les entreprises qui utilisent relativement beaucoup de main-d'œuvre, c'est-à-dire pour les entreprises dans lesquelles la part du coût de la main-d'œuvre, hein, de la somme des salaires, de la masse salariale, comme on dit, est importante par rapport à leur coût de production. C'est évident, par exemple, dans l'industrie textile, hein, dont on sait qu'il reste plus grand-chose en Europe occidentale. Hein, l'industrie textile, la fabrication, la confection en particulier, la fabrication de vêtements, qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Hein. Mais c'est vrai aussi dans beaucoup de productions métallurgiques, mécaniques, etc. Voilà. Bon, mais c'est pas, il n'y a pas toujours que le coût de la main-d'œuvre qui peut être important. Voilà. Allez, là où se trouvent les matières premières, ce qui peut consister à réduire le coût de transport, comme le disait, moi je le disais, non, Marie, non. Voilà. Donc, se procurer, s'approvisionner moins cher, hein, pour différentes raisons. Donc, soit parce que on est prêt, soit parce qu'on va, là je sais pas si je peux trouver un exemple, soit parce que justement la multinationalisation, ça peut consister à aller à créer une filiale qui produit les matières premières dont on a besoin, hein, prendre des parts dans une entreprise qui produit les matières premières dont on a besoin pour transformer ensuite. Trouver des marchés aussi. Ouais, alors trouver des marchés, on va le mettre peut-être justement, on va en mettre une autre sorte de raison. Il y en a une troisième à laquelle on pense moins mais qui peut être importante, abaisser les coûts de production, oui. Dans le sens où oui. Ouais, mais alors ça, c'est pas forcément directement l'entreprise. Vous pensez à quoi, par exemple? Par exemple. Ouais. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que je ne sais pas si on peut dire que Elf veut aller contrôler, ou que Areva veut aller contrôler. Comment? C'est l'État français qui encourage. Voilà, c'est l'État français qui encourage. C'est l'État français qui encourage parce qu'il y a des accointances entre l'État français et Elf, et que l'État français a envie que Elf se porte bien aussi. Hein. C'est un peu comme Areva et le nucléaire, etc. Bon, là c'est des exemples un peu spécifiques par la force de ces liens qu'on appelle la France-Afrique, qui sont des liens coloniaux, enfin issus de la période coloniale, et où on a des imbrications étroites entre l'État français et les entreprises, lesquelles entreprises ont été des entreprises longtemps, sinon nationales, du moins d'économie mixte ou créées par l'État. Alors, ce à quoi je pensais aussi, c'est que réduire les coûts de production, ça peut vouloir dire réduire les taxes, hein, tout simplement, mais échapper aussi à des réglementations dont l'application est coûteuse. Et on peut penser en partie, excusez-moi, vous parlez vraiment fort et ça me gêne. Des réglementations dont l'application est coûteuse, je pense en particulier aux réglementations en matière de rejet de polluants, de respect de l'environnement, etc. Hein. Et ça, on le sait très bien, on l'a vu par exemple avec la question des bateaux tous pleins d'amiante démantelés en Inde, par exemple, etc. Hein. Donc, dans la recherche de l'abaissement des coûts de production, il peut y avoir la volonté de contourner des réglementations dont l'application est coûteuse, en particulier en matière de protection de l'environnement. De normes aussi. De normes aussi. La réglementation par rapport à des normes. Oui, sur oui. Les vêtements, par rapport à des vêtements qui peuvent avoir des produits, des mélanges qui peuvent être autorisés. Ouais, mais là, oui, mais d'accord, sauf que si c'est les normes pour les vêtements eux-mêmes, de toute façon, normalement, ils ne devraient pas être vendus là où ils sont ensuite vendus, puisque ces normes, elles s'appliquent à la commercialisation des vêtements. Mais ces produits toxiques qui sont dans les vêtements, qui menacent le consommateur, ils ont avant et surtout menacé le producteur, hein, et les habitants autour des usines. Donc, bon, bien sûr, hein, on peut le décliner, le préciser, mais il y a tout un ordre de... J'ai dit les réglementations et les normes, si vous préférez, hein, c'est la même chose, notamment, mais pas seulement en matière de protection de l'environnement. Voilà. Et puis, alors, il y a une deuxième sorte de raison. Elles sont pas...
elles ne sont pas étanches les unes par rapport aux autres, bien sûr, hein, ces raisons qui poussent une entreprise à développer son activité dans d'autres pays, elles se combinent très souvent. C'est ce qui concerne les marchés, hein, ou encore les débouchés commerciaux. Aller au plus près des marchés, voire créer de nouveaux marchés, et Danone est assez intéressant, avec un exemple intéressant à cet égard. Alors, ceci dit, on observe dans certains domaines, en particulier pour des produits relativement luxueux, une évolution des stratégies de ces entreprises qui ont à faire face, qui en pratiquant les délocalisations, se sont parfois trouvés confrontés à un certain nombre de problèmes. Alors, on peut évoquer deux types de problèmes, hein, qui vont dans un sens d'une multinationalisation un peu différente, c'est-à-dire que cette multinationalisation n'est pas toujours dans le sens maison mère au nord, filiale au sud. Hein. Il peut y avoir aussi des activités de multinationales qui se font entre pays du Nord, dans différents pays du Nord. La recherche de débouchés de nouveaux marchés, le deuxième ensemble de raisons. Donc, et troisièmement, hein, des tendances ou des évolutions. Donc il y a eu plusieurs choses. Premièrement, il y a, et ça rejoint une question qui a été évoquée, il y a eu le fait qu'un certain nombre d'entreprises se sont rendues compte que la distance avait un coût pas négligeable. C'est-à-dire que une maison mère en Europe occidentale et ses établissements de production en Asie de l'Est, c'est pas toujours très commode lorsqu'il s'agit lorsqu'on a besoin d'un approvisionnement rapide, par exemple. Lorsqu'aussi on a besoin de modifier des choses dans l'établissement de production, il y a eu, moi j'avais vu peut-être vous aussi des reportages là-dessus, hein, c'est peut-être pas évident pour les Européens de faire fonctionner des usines en Chine par exemple, et d'obtenir toujours ce qu'ils voulaient, parce qu'il y a des habitudes de travail et d'organisation de travail qui sont différentes. Et puis, d'autre part, hein, beaucoup d'entreprises, par exemple, justement dans le domaine de la confection, hein, de la mode, comme on dit, avaient, au cours des années 1970-80, développé des stratégies de production telles que elles travaillaient principalement à flux tendu et en réagissant rapidement. Alors, à flux tendu, ça veut dire qu'il n'y a pas de stock, hein, et que, en gros, le produit est fabriqué quand il a été commandé, pas avant, hein, puisque les stocks ont un coût. Et alors, dans la mode, je crois que c'était Benetton là, qui faisait les pulls, qui fait toujours, je sais plus, qui avait lancé ça. Dans la mode, ça permet aussi de s'ajuster rapidement à la demande de la clientèle, de voir ce qui marche, les couleurs, par exemple, hein, pour les vêtements qui vont marcher, celles qui marchent pas trop, et donc d'ajuster au fur et à mesure. Et du coup, certaines entreprises certaines multinationales sont pour partie au moins revenues de leur délocalisation très lointaine, parce que ça leur permettait pas bien d'assurer cette réactivité par rapport au marché. Hein. Bon, et souvent, hein, maintenant, de plus en plus, on a des localisations multiples et différentes. À une partie des produits qui sont faits, par exemple, en Chine, et puis d'autres qui sont faits beaucoup plus près de l'Europe occidentale, voire carrément en Europe occidentale et au Portugal, par exemple, hein, mais aussi en Europe de l'Est, en Afrique du Nord. Hein. Si vous regardez de près les étiquettes des vêtements, vous allez remarquer des localisations de cette sorte. Bon, et en outre, et ça va jouer pas mal pour les produits de luxe, hein, il y a dans les pays occidentaux depuis quelques années une tendance des consommateurs à se méfier du Made in China, in RPC, République populaire de Chine, et donc à se tourner vers des produits qui sont fabriqués ailleurs. Donc, bon, vous savez comme moi que il y a un certain nombre de failles dans les réglementations en matière d'étiquetage, donc on ne peut pas forcément savoir où le produit est réellement fabriqué, surtout quand il est fabriqué en plusieurs étapes, hein. Il n'y a pas toutes les localisations des différentes étapes, mais malgré tout, donc cela peut orienter, contribuer donc aux stratégies
Oui. Vous avez dit donc 2, développer de nouveaux marchés, et 3, j'ai pas eu le temps de prendre un autre. Et 3, c'était pas une troisième raison, c'était ce dont je parle maintenant. Une évolution, une tendance à une évolution, à une complexification des stratégies, pour, en raison, soit du handicap de la distance, soit des désirata des consommateurs, etc. Et mon collègue Jean-Marc Zuliani, là, dans le cours du CED, cite aussi les entreprises automobiles allemandes de BMW et Mercedes, donc qui se situent dans le haut de gamme et les voitures de prestige, donc qui cherchent à faire fabriquer au coût le plus bas possible, mais qui, semble-t-il, ne peuvent pas trop le faire en Europe de l'Est. Ce serait pourtant pas très loin et pratique, parce que c'est une image un petit peu rabaissante en quelque sorte. Et donc il y a une production aux États-Unis pour le marché de l'Europe occidentale. La main-d'œuvre est un peu moins chère aux États-Unis qu'en Europe occidentale. Bon, voilà. Donc on pourrait trouver de très nombreux exemples de stratégies qui combinent, qui articulent ces différenciations subtiles, complexes de l'espace mondial, de manière à baisser le coût de production ou à conquérir des marchés le plus efficacement possible. Bon, mince, j'ai oublié mon truc. Alors, sur les multinationales, voilà, oui, je vous ai mis également, à propos des multinationales, la définition de quelque chose qu'on trouve souvent, et je pense que je vous mettrai sur Eris des cartes où vous trouverez ça. Ce sont les investissements directs étrangers ou à l'étranger, IDE. Donc IDE pour investissement direct étranger, qu'on peut traduire par à l'étranger. Ça correspond au nota bene que je vous ai mis en bas de l'encadré. Alors, je vous lis cette définition qui est un peu fastidieuse, mais IDE, c'est quand même une notion qu'on trouve très souvent, c'est pour ça qu'il faut savoir à peu près ce que c'est. C'est pas ultra technique non plus. Hein. Donc, il s'agit d'engagement de capitaux effectués en vue d'acquérir un intérêt durable, voire une prise de contrôle dans une entreprise exerçant ses activités à l'étranger. Hein. Donc, investissement direct à l'étranger, ça veut dire investissement d'une entreprise dans une autre à l'étranger. Donc ça relève complètement de ce processus de formation de multinationales. Ça, c'est la définition donnée par le FMI. Le FMI, on en parle un peu plus loin dans ce chapitre, c'est le Fonds monétaire international. C'est tant que j'y pense. Attention, FMI égale Fonds monétaire international, avec un F, c'est un fonds. Pas une faute, et c'est le FMI, il n'y en a que. C'est pas le même mot que le fond du puits ou le fond du trou ou le bon. C'est le fond au sens du fond en argent, hein, du fond qu'on abonde. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est un investissement direct? C'est un flux, hein, un flux d'investissement direct peut correspondre soit à la création d'une entreprise par un investisseur étranger, soit au réinvestissement des bénéfices par la filiale sur le territoire d'implantation. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu que les bénéfices faits par la filiale soient en quelque sorte rapatriés à la maison mère, ils sont réinvestis là où la filiale est implantée. Par exemple, pour construire un nouvel établissement, pour agrandir l'usine, quelque chose comme ça. Soit à des opérations entre maison mère et filiale à l'étranger, augmentation de capital, prêts divers, avances, etc. Bon. Et je vous ai précisé que donc ce terme IDE, hein, en plus souvent on dit IDE, on ne dit même pas investissement direct, parce que là ça serait étranger ou à l'étranger. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Ça s'emploie pour des investissements faits dans un pays donné par des entreprises étrangères. Il s'agit alors d'investissements directs étrangers. Hein. On va dire les investissements directs étrangers en France, ce sont ceux d'entreprises non françaises qui sont faits en France. Est-ce que c'est respecté ça je crois. Non, ça c'est pas le FMI. Hein. Le FMI c'était juste le truc entre guillemets. Non, ça je l'ai ajouté pour tout vous dire. Après m'être cassé la tête maintes fois en regardant des cartes qui disaient les IDE et je comprenais pas. Et en fait je me suis aperçu qu'il y avait voilà
qu'il y avait ces deux sortes de choses. C'est un peu comme immigration et immigration, si vous voulez. Donc, et ça peut être aussi des investissements faits à l'étranger par des entreprises d'un pays donné, hein, donc d'investissement direct à l'étranger. Il y a les IDE des entreprises françaises, ce sont les investissements directs à l'étranger des entreprises françaises, et il y a les IDE en France, ce sont les investissements directs d'entreprises étrangères en France. Et on peut dire IDE dans les deux cas, c'est assez logique. C'est l'abréviation en fait qui perturbe les choses. Donc, alors, une petite conclusion en forme de transition vers le deuxième point, d'autres acteurs très importants. On peut considérer que la puissance des firmes multinationales repose sur leur capacité à maîtriser et à gérer l'espace mondial, hein, c'est-à-dire leur capacité à jouer des différences dans l'espace mondial pour établir leurs filiales et leurs établissements là où c'est le plus stable pour elles. D'accord ? Donc elles jouent un rôle, elles sont vraiment un acteur majeur de la mondialisation à ce titre-là. Mais en même temps, on se dit qu'elles ont vraiment beaucoup de pouvoir et d'importance. Et donc, on est amené à poser le problème du statut et du rôle des États par rapport aux firmes multinationales. Qui sait quel pouvoir finalement, les États ou les entreprises, les États ou les multinationales? On peut aussi considérer que c'est pas une bonne question, posée comme ça. Ça, c'est encore autre chose. Il n'y a pas lieu d'opposer les États et les entreprises a priori. Comment? C'est une bonne question. Oui, mais on peut aussi poser la question de qu'est-ce que c'est un État. Bon. Dans quelle mesure un État n'est pas dès le départ enfin bon, non, ça c'est pas dans le programme. Mais... Dans quelle mesure l'État est-il a priori complètement indépendant des intérêts économiques? Et l'État est-il réellement ce qu'il prétend être, c'est-à-dire au service de l'intérêt public et non pas d'intérêt économique? Bon. Alors, le deuxième point, il commence aussi par des définitions qui sont un peu fastidieuses, mais qui sont d'autant plus nécessaires que État, c'est un mot à la fois très banal et pas du tout évident parce qu'il est très polysémique. Hein. C'est pour ça que je suis allée vous chercher des définitions dans le dictionnaire pour vous les mettre là. Donc on commencera, donc je vous laisse pour la prochaine fois, non. Essayez d'appréhender ces définitions et on commencera avec ce que j'appelle le rôle ambivalent des États, c'est-à-dire